Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Data Scientist Data Up. Alors aujourd'hui, on est avec Namer. Donc, je vous présente Marc et Sylvain qui vont être les interlocuteurs durant ce webinaire. Voilà, vous pouvez tout à fait leur parler directement via le chat que vous avez à droite, qui vous permet de poser toutes vos questions. On aura un petit temps de questions-réponses à la fin de la session pour pouvoir traiter toutes vos questions. N'hésitez pas. Idéalement, mettez-la directement dans le chat. Il y a un onglet questions. Ça peut faire un peu de doublon des fois, donc faites attention. Et du coup, bonjour à vous, Sylvain et Marc. Bonjour. Bonjour Noé, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je vous laisse présenter votre sujet et même présenter Namer directement. Et je souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, on va commencer. Donc aujourd'hui, avec Marc, on va vous présenter l'IA et l'open data au service de la rénovation énergétique des bâtiments. Ou autrement dit, comment Nemer produit de la donnée pour promouvoir la rénovation énergétique du bâtiment. Donc cette présentation va se dérouler en plusieurs parties. Dans le premier temps, on va vous présenter Nemer, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Puis après, on va poursuivre sur ce cas d'usage, donc la rénovation énergétique, où on va vous présenter la solution technique mise en place pour justement résoudre ce cas, pour pouvoir en mettre en place la rénovation énergétique. Et à la fin, on vous présentera quelques autres cas d'usage qu'on traite chez Nemer. Donc Nemer, en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est? Bon, Nemer, en fait, on enrichit, on produit, on fournit des données géolocalisées hautement actionnables. Donc Nemer, c'est 4 ans d'existence, environ 40 personnes, et chiffre d'affaires d'environ 5,3 millions d'euros. Voilà, et donc nous créons de la donnée. Donc sur l'ensemble du scope français, ça correspond à peu près à 34 millions de bâtiments. Et pour chacun de ces bâtiments-là, nous allons produire à peu près 200 caractéristiques par bâtiment, ce qui nous amène à la fin à environ 7 milliards d'attributs sur l'ensemble du sol français. Donc tout ça a été obtenu en traitant différentes sources de données, mais notamment 800 000 fichiers de données obtenus en open data. Donc Nemer, en fait, voilà, on fournit de la donnée, on produit de la donnée, mais c'est aussi un engagement sociétal qui peut être soit éthique ou écologique. Donc l'engagement sociétal, il se voit par derrière en fait de nos engagements dans différentes communautés comme Tech for Good et AI for Good, ou alors en fait dans l'engagement de certains labels comme Climate Change for AI ou Green Tech, via la transition écologique. Donc comment on produit cette donnée? Donc là, je vous présente tout le pipe en fait de production de la donnée chez Nemer. Donc on part de données open data ou de données obtenues via nos partenaires comme l'IGN ou Airbus, etc. Donc les données peuvent être de différentes natures, soit de l'imagerie, donc des images satellites, aériennes, de la géomatique, donc c'est des géométries qui sont avec des coordonnées GPS, on va dire, du texte qu'on peut récupérer par open data, qui peuvent être sous différentes formes, et des données structurées, bien sûr, puisque c'est la principale source de nos données. Voilà. Et donc, toutes ces données sont fortement lacunaires, non normalisées et parfois non structurées. Donc, il va falloir, voilà, c'est là que l'intervient Nemer. C'est pas seulement, en fait, prendre de la donnée de l'open data et la fournir à nos clients. En fait, on va traiter cette donnée-là, la nettoyer, la structurer, la normaliser. Et après, en fait, on va l'enrichir via l'utilisation. Donc, là, on voit dans la deuxième partie, l'utilisation de machine learning, de deep learning, ou des algorithmes géospatiaux, qui, en fait, c'est de la géométrie sur des données géométriques, ou alors des règles métiers via nos partenaires qui vont nous aider sur ces parties-là, qui sont spécialisés sur certains sujets. Donc, une fois qu'on a réalisé ça, on a créé de la donnée, et l'intérêt de cette donnée, c'est que nous, en fait, elle est géolocalisée. C'est-à-dire que pour chaque bâtiment en France, chaque adresse, on va pouvoir associer une parcelle, un bâtiment ou une municipalité. Et donc, pour cette municipalité, on va créer de la donnée, qui est, comme on l'a vu dans l'étape d'avant, créée via, en fait, ces différentes façons qui sont machine learning, règles métiers et algorithmes spatiaux. Donc, on va obtenir en fait sur nos 40 millions d'adresses des attributs. Et donc, après, nous construisons cette base de données à partir des 3 étapes qu'on a vues précédemment. Donc, cette base de données est constituée de la fonction suivante. Notre point d'entrée, c'est l'adresse. À chaque adresse, nous allons associer une entité qui peut être de différentes natures. Donc, pour donner des exemples, ça peut être un bâtiment, une parcelle, ou une municipalité, ou un PCI. Et pour chacune de ces entités, on va associer un attribut. Et donc là, ça va être vraiment la donnée qui va être actionnable par nos clients derrière. Donc la donnée, par exemple, pour un bâtiment, ça peut être la hauteur d'un bâtiment, quelle est la surface vitrée, est-ce qu'il y a un jardin sur la parcelle, etc. Donc ça peut être ce type d'exemple-là. Donc une fois qu'on a construit ces données-là, en fait, on va caractériser un peu cette donnée-là. Qu'est-ce que c'est cette donnée chez Nemer? Donc en fait, comme on l'a vu, la façon dont on a construit en fait notre base de données,
on est capable en fait de créer de la donnée qui est complètement interopérable. C'est-à-dire on part d'une adresse, on peut aller à l'identité, mais on peut aller rechercher une entité qui est associée ou un attribut associé et retrouver les entités qui sont associées. Par exemple, je peux aller d'un bâtiment, aller voir s'il y a une piscine sur ce bâtiment et cette piscine-là est attachée par exemple à une parcelle et retrouver la parcelle qui est associée. Donc c'est ça de la donnée, ce que l'on veut dire par une donnée interopérable. Cette donnée est complètement non personnelle, c'est complètement RGPD compliant, on va dire. En fait, le point d'accès de nos données, c'est l'adresse. Et jamais, à un moment donné, en fait, on a introduit dans notre base de données un nom d'une personne. Donc, on ne trouvera pas Jean Dupont dans notre base de données. Notre point d'entrée, c'est l'adresse. Et donc, la base de données est complètement non géolocalisée. Elle est géolocalisée par construction, puisqu'en fait, elle est toujours rattachée. Chaque attribut est rattaché à un référentiel et rattaché à une adresse. Elle est complète. Elle est complètement massifié sur l'ensemble du socle français, c'est-à-dire que pour tous les bâtiments de France, chaque bâtiment de France, on va pouvoir vous donner cette information. Et elle est traçable, c'est-à-dire en fait tout le cycle que je viens de vous présenter jusqu'à présent, du sourcing jusqu'à la construction de l'attribut, en fait on est capable de donner à notre client comment on a construit l'attribut et comment on l'a qualifié aussi derrière. C'est-à-dire ça, on reviendra un petit peu plus en détail sur ce point plus tard, mais voilà, chacun de nos attributs est qualifié. Donc, comment on fournit la donnée à nos clients? Voilà, donc ces données qu'on a construites, elles sont non personnelles, comme je viens de le dire. Elles permettent d'augmenter la connaissance de vos clients, c'est-à-dire des clients, et aussi des actifs, avec des informations qui sont géolocalisées, actionnables autour du bâti et des territoires. Notre point d'entrée, c'est l'adresse. Et donc, ça va permettre à nos clients, via leur adresse qu'ils auront soit dans une CRM ou soit en fait c'est des actifs qu'ils possèdent, un ensemble de bâtiments, ils vont pouvoir actionner en fait notre base de données et obtenir en fait les attributs, c'est-à-dire les données associées à leur bâtiment ou à leurs clients. Et donc après, une fois ils ont déterminé qu'en fait, ce qu'ils voulaient comme données chez nous, on va pouvoir leur fournir. Donc, on a différents formats pour leur fournir ces données-là, donc via différentes API. Donc, ça peut être soit un dashboard, si par exemple le client voudra une visualisation plus analytique en fait des données, donc via en fait des outils, on peut s'intégrer dans Tukantuko ou Tableau ou Sysoms. Ça, c'est dans le cas en fait plutôt d'une visualisation analytique en fait des données. Ils peuvent aussi en fait l'utiliser via une plateforme GIS comme Esri. C'est un logiciel tiers qui permet en fait d'avoir une carte de France avec des informations et nous on va pouvoir enrichir cette carte avec nos données. Voilà, directement dans ce logiciel. Ou alors de façon brute via une plateforme cloud, on vous donnera directement en fait les données pour la liste d'adresses qu'ils nous auront fournies. Donc je vous ai parlé de comment on construisait les données, mais je ne vous ai pas donné vraiment en fait d'idée de quelle est la diversité des données qu'on a chez Nemer. Donc 200 attributs, mais en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est énormément de choses. C'est une grande diversité en termes de données. Ça peut être au niveau de la maison, comme la période de construction, la surface habitable ou le nombre de pièces dans cette maison. Mais au niveau de la rue ou de l'adresse, ça peut être par exemple le prix au mètre carré, l'école la plus proche ou la valeur des biens sur cette rue-là. Au niveau de la rue, ça peut être aussi le risque en termes de criminalité. Au niveau de l'IRIS, quels sont les risques en termes de tremblement de terre, les risques quelle est la qualité de l'air, etc. Donc, ça peut être vraiment une grande diversité de données. Et aussi, là, je donne comme exemple l'énergie. Quel type de chauffage vous pouvez souscrire dans cette rue-là pour votre adresse? Où est-ce que vous pouvez poser des panneaux solaires sur votre maison? Voilà, donc une grande variété de données. Je vous ai dit à peu près 200 attributs par bâtiment. Et je laisse ma Marc pour présenter la suite. Merci Sylvain. Voilà, effectivement, tu as exposé un peu plus comment en fait nos clients venaient chercher la donnée Nemer. Je vais également expliquer un petit peu aujourd'hui qui sont nos clients pour ces données contextuelles, cette donnée qui donne de l'information sur l'environnement des bâtiments directs. Alors, on a deux grandes classes de clients aujourd'hui. On a une classe de clients qui est propriétaire de parcs immobiliers, gestionnaire d'actifs, d'infrastructures territoriales, qui vont vouloir chercher à caractériser un peu plus finalement leur parc, leurs actifs, en vue de différentes stratégies patrimoniales, soit pour essayer un petit peu de planifier, anticiper et gérer les risques liés au changement climatique, tenter de s'adapter, ou peut-être juste quantifier un petit peu la valeur des biens et le contexte, ou encore potentiellement également tenter de quantifier les potentiels énergétiques et solaires des bâtiments et de leurs parcs. Et le dernier point qui m'intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui, c'est quelle stratégie on peut mettre en place pour maintenir ce parc et rénover. Voilà, ça, c'est les principales, on va dire,
intérêt des gens qui ont des actifs immobiliers, mais on a également une autre catégorie de clients qui, eux, détiennent des portefeuilles clients actuels ou potentiels et qui sont intéressés soit, encore une fois, par caractériser de l'habitat, voilà, pour faire par exemple de l'optimisation sur les demandes de travaux en ligne, ou qui veulent cibler des clients à haut potentiel sur leur patrimoine, que ce soit du potentiel énergétique ou en termes de valeur, ou encore faire du suivi de portefeuille client, en fait, voilà, pour des opportunités de cross-selling, cross-vente, entre guillemets, afin de faire des offres qui sont un peu plus personnalisées. Voilà. Alors, pour revenir finalement à nos problématiques du jour sur la rénovation énergétique, je vais repartir un petit peu de loin avec le contexte global. Hein. Enfin, tout le monde est au courant des contextes de changement climatique, de l'accord de Paris, des États qui sont engagés à limiter le changement climatique dans une limite de 2 degrés. Donc, accord auquel a associé la France, et ça se traduit très concrètement par différents types de mesures. Et en fait, ces mesures-là, de limitation des gaz à effet de serre, passent notamment par le ciblage des bâtiments, en fait, voilà, qui représentent en fait un gisement d'économie d'énergie et donc de création de gaz à effet de serre assez important. Et pour cibler ces bâtiments, en fait, ce gisement et l'actionner de manière efficace, il est nécessaire donc de bien identifier la masse de logement qui est énergivore dedans. Voilà, c'est un point qui est très clé. Si on veut atteindre des objectifs qui sont au niveau du bâtiment, 2050, une neutralité carbone, eh bien pour ça, il faut être capable de bien identifier ces 7 millions de logements énergivores et pour être capable d'obtenir cette entre guillemets, feuille de route de 500 000 rénovations à faire par an. Voilà, donc ça c'est 500 000 rénovations à faire par an, s'associe à des montants financiers de plusieurs milliards d'euros sur plusieurs années, plusieurs décennies, et qui vont être en passe d'être mis, entre guillemets, obligatoire. Je vais citer juste un exemple de loi et de décret qui est passé assez récemment. Il y a le décret tertiaire, par exemple, mais il y a également celui sur les passoires thermiques qui sont devenus interdits à la location à partir de 2023. Donc là, c'est vraiment des faits et des lois qui sont vraiment qui vont avoir un impact très, très concret sur le bâtiment, en fait, dès maintenant. Voilà. Et du coup, chez Nemer, en fait, pour adresser ce problème-là, globalement, eh bien, on sait qu'un audit énergétique, c'est quelque chose qui a un coût. Voilà. Si on est un particulier qu'on veut rénover une maison individuelle, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Maintenant, quand on est une collectivité territoriale, eh bien, c'est pas une maison individuelle, c'est encore des bâtiments qui sont encore plus gros. Il faut multiplier par 5, par 10, par 20 éventuellement. Et du coup, forcément, les coûts vont un peu de pair. Donc il y a une vraie question et une vraie problématique de comment adresser en fait ce manque de capacité de ciblage des collectivités territoriales. Et en fait, pour ça, aujourd'hui, Nemer a proposé une réponse en fait qui passe justement par la dataisation de cette rénovation énergétique. Et ça passe par, entre autres, donc une plateforme qui a été développée par Nemer et qui s'appelle la plateforme TRIZ pour la transition et la rénovation énergétique des bâtiments éducatifs et scolaires, qui a été développée sur tous les départements des Hauts-de-France afin justement de permettre aux gestionnaires d'actifs d'avoir une meilleure connaissance de leur parc et d'être en mesure de mieux cibler en fait là où il serait le plus pertinent de réduire les factures énergétiques et de réduire leur empreinte carbone. Voilà, ça passe justement par la proposition de scénarios énergétiques qui se base justement sur le ciblage des logements énergivores. Mais la question qu'on peut se poser, en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à proposer des scénarios de travaux qui soient pertinents. Eh bien, on a une approche Nemer que c'est un petit peu détaillée, qui passe par effectivement la récupération de données issues de l'open data. Je pense qu'aujourd'hui, chez Nemer, on récupère des données de plusieurs centaines de différents portails open data qui a conduit à la constitution de bases de données en interne de plus de 800 000 fichiers. Ces fichiers-là apportent de l'information sur le bâtiment, mais pas tous les bâtiments de France, donc il est nécessaire de massifier cette information là où l'information n'est pas disponible, et ça passe effectivement par de la computer vision, du machine learning ou la création de règles de métier, qui nous permettent ensuite donc d'avoir des caractéristiques du bâtiment un peu plus définies. Voilà, chez Nemer, on va par la computer vision identifier les toits vétustes, voilà, qui seraient donc soumis à des infiltrations d'eau, qui seraient pertinents de rénover. On va également identifier les types de toits, voilà, parce que si on travaille sur du potentiel également renouvelable et du potentiel photovoltaïque, on sera intéressé par le type de toit et le type de matériaux qui sont posés sur le toit. On va également caractériser des sources qui sont très très clés pour ensuite identifier, par exemple, la consommation énergétique. Eh bien, on va identifier la période de construction du bâtiment, les surfaces habitables, parce que ce sont des déterminants qui sont extrêmement clés justement pour la consommation énergétique des bâtiments. Les bâtiments les plus anciens sont
de facto, liés à l'histoire de la construction en France. Ils sont plus énergivores que les bâtiments les plus récents. Et donc, une fois qu'on a déterminé ces caractéristiques, soit avec de la computer vision, donc pour les bâtiments vétustes, les types de matériaux, ou même les façades et les taux de surface vitrée, ou le fait qu'une façade soit patrimoniale ou pas, ou le fait qu'on ait déterminé par machine learning les périodes de construction des bâtiments, on est capable d'avoir une petite idée avec, avec un ensemble de règles du métier et l'assistance de certains de nos partenaires, d'identifier ces bâtiments énergivores et d'y associer des travaux potentiels qui sont pertinents. Ça peut être des travaux qui passent par de l'isolation par l'extérieur sur les façades, par la pose et le remplacement de simples vitrages par des doubles vitrages ou la réfection justement des toitures qui sont vétustes. Voilà. Ensuite, donc, cette plateforme TRIZ, à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? En fait, ça ressemble à ça. En fait, vous avez différents screenshots qui présentent les différents panneaux des données qui sont présentées sur cette plateforme. On donne des éléments de restitution sur la composition de l'établissement éducatif, combien il y a d'élèves, combien il y a de bâtiments sont associés à ce parc éducatif. Et surtout, ensuite, on va donner des informations vraiment propres au bâti, le nombre d'étages, la surface de plancher sur tous les bâtiments et les étiquettes énergétiques auxquelles on associe les différents bâtiments. Et à partir de ces caractéristiques qu'on a établies, on est capable de déterminer quels sont, dans le panneau en bas à droite, quels sont les travaux qui sont les plus pertinents. Voilà. Et donc la plateforme TRIZ, c'est vraiment un bon exemple de cette dataisation de la rénovation énergétique qui est réussie. Aujourd'hui, on a développé toutes ces données sur plus de 6400 établissements scolaires, ce qui représente environ 20 000 bâtiments. Et pour chacun de ces bâtiments, on a environ 200 caractéristiques à l'établissement et typiques de l'établissement, du bâtiment, des toitures ou des façades. Voilà. Donc, quand on parle de caractéristiques NMR, on parle d'attributs, en fait. L'attribut étant, on va dire, la variable de base rattachée à des référentiels que Sylvain nous détaillait un peu plus tôt. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on a réussi justement à faire un petit peu ce tour de force de massification de la rénovation énergétique? Eh bien, on s'est appuyé sur des atouts qui sont uniques chez NMR et qui sont séquencés en différentes étapes. Voilà. Sylvain vous parlait un petit peu des points d'entrée qui sont divers avec le client via les dashboards, via l'adresse. Typiquement, via l'adresse, on s'appuie sur un géocodeur. Donc, le géocodeur étant un programme informatique permettant d'associer une adresse en texte naturel à des coordonnées GPS et qui permet de faire le point d'entrée avec les différents référentiels NMR. Aujourd'hui, on en a un chez NMR qui est un peu custom et qui est globalement plus performant que la solution de référence française. Une fois qu'on a fait, on est capable de rentrer dans les référentiels NMR via le géocodeur, on est capable de se rattacher aux différents référentiels qui sont clés. Et aujourd'hui, il y a vraiment 2 gros référentiels qui sont clés chez NMR. Effectivement, sur le référentiel d'adresse, parce qu'il joue un rôle de porte d'entrée qui est extrêmement crucial, et le référentiel bâtiment, puisque c'est lui qui supporte la majeure partie des attributs qui sont liés justement à ces attributs de rénovation énergétique. Donc, tout ça, c'est stocké dans des bases de référentiels orientés graphes, uniques et propriétaires chez NMR. Sur ces référentiels viennent se greffer donc les différents attributs que j'ai cités un peu plus tôt et qui donnent de l'information sur le bâti et sur les territoires et sur lesquels on va être très intéressé également on produit de la donnée, on va être également intéressé par, justement, vu la volumétrie, avoir des processus extrêmement standardisés, extrêmement normalisés pour être en mesure à la fois d'évaluer la qualité globale de ce qu'on produit et surtout pour rendre traçable toutes les données qui sont sorties à la fin du pipe. Quand on dit traçable, c'est être en mesure finalement de savoir toutes les opérations qui ont été faites pour chacune des variables, quelles sont toutes les données qui sont rentrées dans le processus de création de la donnée finale, à quelle licence, par exemple, Open Data, ça peut être lié à la base. Voilà. Et le dernier point qui est important, effectivement, on parlait de 34 millions de bâtiments, 200 caractéristiques, 34 millions x 200, plus également toutes les données intermédiaires qu'on a pu produire en computer vision. Eh bien, ça nécessite d'avoir une architecture qui est scalable et optimisée pour tenir la charge face à cette volumétrie qui est extrêmement imposante. Et ça, je vais laisser Sylvain vous en dire un peu plus sur la partie computer vision. Hop, oui, donc j'ai détaillé effectivement la partie géocodage. Je parlais un peu plus tôt de effectivement avoir une adresse naturelle et passer à la partie GPS, partie coordonnées
longitude, latitude. Effectivement, on part d'une adresse qui est écrite à la main, avec des fautes potentiellement. Elle va ensuite être structurée avec un parseur. Donc le parseur, c'est l'étape de parsing, entre guillemets. Ça consiste à découper l'adresse en segments logiques et à les mettre dans les bonnes cases. Voilà, à savoir que tel chiffre, c'est bien un code postal, le 16, qui est traduit avec son code postal, on va dire, conforme, et qui va servir à alimenter notre géocodeur, dont une des sources est la base d'adresse nationale. Et ce géocodeur, ensuite, va donner en sortie les fameuses coordonnées GPS, une adresse qui est corrigée de ces fautes, voilà, et bien sûr, l'ID d'entrée dans la base namer. Donc, une fois qu'on est rentré dans la base namer, on va être intéressé à se recouper sur les bâtiments du référentiel. Aujourd'hui, ce référentiel bâtiment s'appuie sur les données de l'IGN, qui sont aujourd'hui publiques, donc, et c'est pas principalement la BD topo qui va nous intéresser. Donc cette BD topo, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient principalement des géométries. Donc la géométrie étant finalement une représentation en 2D et dans des coordonnées, encore une fois, GPS, longitude, latitude de l'empreinte au sol des bâtiments. C'est ce que vous pouvez voir dans le petit graphique de droite avec l'empreinte au sol représentée en jaune. Et c'est ce que vous voyez également dans le petit cartouche en bas avec les différents bâtiments de la BD topo dans la partie centrale. Alors pourquoi on parle justement dans ce cartouche central de redécoupage multi-échelle? Eh bien, c'est parce que dans cette BD topo, il y a beaucoup de données et pas que seulement des données relatives à la géométrie des bâtiments. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui nécessitent d'être qualifiées de manière pertinente, d'être nettoyées, et notamment quand je parle de qualification qui soit pertinente, eh bien, il y a des notions de découpage multi-échelle. Typiquement, dans le cartouche du bas, il y a une photo d'imagerie aérienne d'un ensemble de bâtiments qui ont été entourés en rouge. Et dans le petit graphique à droite, il y a l'empreinte au sol, la géométrie des bâtiments suivant la BD topo. Et ce qu'on voit, c'est que cet ensemble de maisons de ville qui est accolé, eh bien, il est selon la BD topo, entre guillemets, aggloméré en un seul bloc. Voilà. Donc nous, ça nous intéresse de qualifier l'information au niveau du logement et pas du bloc de bâtiment. Et donc, forcément, derrière, on est contraint de faire du redécoupage de ce bloc de bâtiment en petits bâtiments élémentaires sur lesquels il y aura des logements individuels. Ensuite, effectivement, j'ai beaucoup parlé d'adresses, de bâtiments. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Ça, c'est également un point qui est assez important et sur lequel Namer a une expertise qui est très forte. Sur la partie gauche, on a un petit graphique avec des points rouges qui représentent les points adresses et on a également des rectangles bleus qui représentent les délimitations des géométries des bâtiments qui sont reliés avec les différents liens en blanc. On peut se dire que c'est une question un peu triviale de relier une adresse à un bâtiment en se disant on relie l'adresse au bâtiment qui est le plus proche. Voilà. Ça marche dans certains cas, mais c'est loin de marcher dans l'intégralité des cas. Et là, on a tout un ensemble de règles métiers chez Namer qui doit se chiffrer à plus d'une dizaine ou d'une douzaine de règles métiers différentes pour faire ce rattachement de manière correcte. Voilà, qui est vraiment loin d'être trivial. Et l'autre aspect de ce rattachement adresse bâtiment, et ça vous voyez un petit peu dans la figure de gauche, c'est qu'on peut avoir une adresse reliée à plusieurs bâtiments. Et inversement, on peut avoir plusieurs bâtiments reliés à une même adresse d'un point de vue géométrie. Et ça, c'est ce qui est détaillé dans la figure de droite avec la distribution du nombre de bâtiments pour une adresse. Voilà, on a 2 tiers des cas où c'est trivial, un bâtiment relié à une adresse, mais en fait, il y a 1 tiers des bâtiments restants, ou des adresses restantes, où il y a plusieurs bâtiments qui sont reliés à la même adresse. Et là, il y a tout un travail et une expertise forte chez Namer, justement, pour la sélection de ce bâtiment de manière pertinente par rapport aux besoins potentiels de nos clients. Et enfin, du coup, effectivement, sur le processus de création d'attributs, il y a un processus qui est ultra standardisé, qui passe par des étapes de sourcing de données. Aujourd'hui, chez Namer, on récupère des données auprès de plusieurs centaines de portails en open data. Ça implique effectivement des aspects gestion de données qui ont une variété et une qualité qui est extrêmement variable. Donc, il y a vraiment une notion de normalisation et de standardisation de la donnée dans une base de données interne qui aujourd'hui recense plus de 800 000 fichiers différents issus de l'open data ou de nos partenaires. Et effectivement, ensuite, une fois qu'on a sourcé et récupéré ces données, on va être intéressé par la nettoyer. Voilà, il y a un aspect vraiment uniformisation, mais également qualification de la qualité de la donnée. Quand on manipule de l'open data, on se rend compte assez souvent que 2 jeux de données open data qui traitent du même objet, par exemple du même bâtiment sur le même type de variable, potentiellement ne donnent pas les mêmes informations. Parce que derrière, on a des éléments de définition qui sont différents, on a des processus de création de la donnée qui sont différents, et au final, on a 2 données qui sont censées représenter le même objet et qui
parfois concordent, mais des fois pas. Donc ça, c'est un travail aussi important que fait Nemer, justement, pour ensuite apporter une donnée en fin de chaîne qui soit cohérente et actionnable. Donc, une fois qu'on a un petit peu nettoyé ces données, il y a un processus de jointure aux bases de données internes, justement par le geocodeur, par exemple, mais également on a 4 ou 5 autres process pour faire ces jointures à la base de données interne. Et ensuite, effectivement, comme je disais plus tôt, ces données ne sont pas forcément complètes sur 34 millions de bâtiments. On va être intéressé par combler ces trous avec différents moyens, à commencer justement par de la computer vision. Ah, Sylvain, je crois que ton micro est éteint. Activer le micro. Oui, excusez-moi. Donc, il y a, comme le disait Marc, il y a plusieurs façons en fait d'enrichir le digital twin. En fait, notre base de données Nemer, à partir des données sources que nous avons récupérées et nettoyées. Donc, il y a une première partie en fait qui concerne la computer vision, une autre partie qui concerne l'utilisation d'algorithmes de natural language processing, une troisième partie qui concerne le machine learning et une dernière qui concerne les règles métiers. Donc là, je vais commencer par vous introduire en fait ce que l'on fait en computer vision. Donc, en quoi consiste la computer vision? C'est le traitement d'images. On va évidemment en fait utiliser en entrée nos algorithmes des images et derrière en fait à la fin en fait notre objectif est soit en fait de classifier, c'est-à-dire pour une image donnée on va attacher une classe ou alors pour une image donnée on va déterminer une classe par pixel en fait sur l'image. Donc on a différentes sources de données chez Nemer via nos partenaires ou qui sont en open data. Donc par exemple une donnée qu'on utilise beaucoup c'est des données d'images aériennes qui sont avec une résolution de 20 cm par pixel qui sont fournies par l'IGN. Cette base de données s'appelle la BD Ortho. On peut aussi utiliser en fait des images de façade obtenues à partir d'images extraites dans la rue, là, qui sont en open aussi. Et on peut aussi utiliser des données open data, par exemple comme des images données par la constellation Sentinel, qui sont des images satellites, avec elles des résolutions qui sont plus basses, autour de 20 cm par 20 mètres par pixel, je veux dire, pour la partie RGB. Et la dernière, via notre partenaire Airbus, on a des images Pléiades qui nous donnent une résolution à peu près de 50 cm par pixel pour la partie panchromatique. Donc nous, en fait, on a ces images en fait sources, voilà, ces images de données qui peuvent être de différentes natures, comme vous pouvez le voir, et dans un spectre différent. Et on va appliquer derrière des algorithmes de deep learning. Donc selon en fait la typologie de problème que l'on va traiter derrière, qu'il soit la classification ou la segmentation, on va choisir une architecture qui sera dédiée. ResNet 50 pour la classification et UNet pour la segmentation. Donc ici on a quelques exemples sur la droite en termes de labels qu'on peut sortir en classification. Par exemple, si on a une image en fait d'un toit d'une maison à partir d'une image aérienne, on va pouvoir déterminer si le matériau du toit est plutôt de la tuile ou de l'ardoise. Par exemple, ça c'est un exemple d'application qui nous aideront derrière en fait pour le calcul du DPE ou le matériau de toit par exemple ou la typologie de toit, je veux dire le type de toit qui nous aideront plutôt pour la partie travaux derrière, alors quel type de travaux on pourra mettre en place et le coût qui pourra être associé. Donc les toits peuvent être par exemple papillons, etc. Donc ça c'est la partie classification. La partie segmentation, elle s'intéresse plutôt pour chaque pixel en fait à quoi correspond quel label on associe à chaque pixel. Donc par exemple là en haut à droite on a un exemple en fait de façade qui a été segmenté. Et donc là en fait en jaune on voit les pixels qui sont associés à une surface vitrée qui nous aidera aussi dans le processus de calcul en fait des déperditions thermiques sur le bâtiment et du coup du calcul du DPE. Mais aussi, dans le cadre de la rénovation énergétique, on peut aller savoir déterminer si on peut poser des panneaux solaires sur le toit. Donc là, c'est l'image qu'on voit en dessous. On a segmenté en fait des images aériennes pour déterminer en fait s'il y avait des panneaux solaires. Et donc là, en fait, contouré en rouge en géométrie, on voit l'ensemble des panneaux solaires. Mais on peut faire d'autres choses, par exemple, comme déterminer la surface digitalisée. Donc ça, c'est les typologies. En fait, on a deux grosses typologies de problèmes et 4 grandes sources de données d'images. C'est principalement ça que l'on fait en computer vision. Donc, comment on construit nos modèles? Donc, on part, comme on vous l'a expliqué précédemment, on part de géométrie, on part d'une adresse, et donc on a un référentiel. Donc, le référentiel en fait sur le sol français, c'est quoi? C'est-à-dire que pour chaque bâtiment en France, on a un footprint, c'est-à-dire une géométrie du bâtiment avec les coordonnées GPS du polygone associé. Et donc ça va être notre source d'entrée. Pour nous la vision, c'est-à-dire qu'on va, pour les bâtiments qui nous intéressent, on va aller cropper les images qui contournent le bâtiment. Donc on a notre source d'image. Et après, pour chacune de ces images, sur un scope réduit, on va aller en fait taguer les images en interne, puisqu'on est une équipe dédiée
chez Nemer qui va taguer nos images, donc qui va avec les modalités qui ont été définies sur le cas d'usage. Par exemple, la typologie de toit ou le matériau de toit pour les images aériennes, ou par exemple aller contourer les façades, les surfaces vitrées sur les façades. Donc une fois qu'on a obtenu notre dataset, on va pouvoir, donc d'entraînement, on va dire, on a nos images et les labels qui sont associés à ces images, on va pouvoir passer dans la phase de modélisation. Donc on va appliquer, en fonction du problème, la typologie voilà, qui nous intéresse, l'architecture qui nous intéresse. Donc, soit un ResNet 50 par exemple pour de la classification ou un UNet pour de la segmentation. Donc on va créer notre modèle à ce niveau-là. Donc il y a un travail assez important au niveau de l'équipe Computer Vision sur toute cette partie de modélisation. Voilà, qui passe par la définition des métriques, des LOS, etc., le choix des architectures. Une fois qu'on a créé notre modèle, on va en fait après valider ce modèle-là. Est-ce qu'en fait ce modèle-là est suffisamment bon? On va essayer voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que ce modèle-là est suffisamment bon pour être massifié sur l'ensemble de la France? Donc ça va passer par une analyse d'erreurs. On va regarder comment on se trompe sur nos modèles. Est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là de façon aisée ou pas? Et est-ce que ça va être facile de résoudre ces problèmes-là? Et si on est content, on va massifier ce modèle sur l'ensemble du scope français. Alors ça consiste en quoi, en fait, massifier sur le scope français? En fait, comme on vous l'a dit, on a 35 millions, environ 35 millions de bâtiments en France, ce qui correspond à peu près à une quarantaine de millions d'images sur la France. Vous doutez bien que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur son laptop, quoi. On va devoir construire une infrastructure dédiée pour pouvoir réaliser ça. Surtout qu'on le veut dans un temps quand même assez raisonnable, en quelques jours. Donc pour faire ça, on a mis en place cette infrastructure que je vous présente là. Donc, le schéma a l'air assez complexe, mais je vais vous donner les deux principaux ingrédients pour comprendre un petit peu ce qui se passe là-dessous. Déjà, en fait, il y a deux ingrédients dans cette infrastructure. Il y a déjà l'utilisation de GPU. Il faut savoir que les algorithmes de deep learning, ceux qu'on est très friands, qu'on utilise en computer vision, sont bien plus efficaces sur des architectures type GPU. Voilà. Donc déjà, en fait, l'utilisation de GPU va permettre de faire des calculs de façon beaucoup plus efficace. Et puis, on a mis ça en place dans une infra Kubernetes qui est sous Google Cloud Platform ici. Et cette infrastructure Kubernetes va nous permettre de contrôler le nombre de ressources qu'on va mettre à disposition pour réaliser ce calcul. Ça permet de contrôler les coûts. Et donc là, ça nous a permis de construire une infra qui, pour 40 millions de bâtiments, ça nous coûte quelques centaines d'euros, on peut faire des inférences sur l'ensemble de la France et dans des temps raisonnables en espace de moins de 2 jours. Voilà. Donc là, c'est pour la partie infra. Alors, on est dans l'équipe Conversion, on est toujours en recherche en fait d'améliorer en fait la qualité de nos modèles. Et dans ce processus-là, en fait, il y a un sujet d'innovation que je vous présente là aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, mais là, je vous présente celui du contrastive learning. C'est un sujet que l'on traite avec le Centre Bolorelli, qui est un laboratoire de l'ENS qui est mondialement reconnu dans le traitement d'images. Et donc, on réalise des travaux actuellement avec eux. Voilà, c'est une nouvelle approche qui a été mise en place fin des années 2019 et sur lequel on travaille activement avec le Centre Bolorelli. On a une publication d'ailleurs sur notre thématique avec eux cette année sur ce sujet-là, et c'est la première, et il y en aura d'autres à venir. Alors, qu'est-ce que c'est cette approche? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? En fait, cette approche de contrastive learning nous permet de limiter le nombre de tags qu'on va utiliser. Comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, c'est un peu l'inconvénient des approches de deep learning, c'est qu'en fait, on a besoin d'énormément d'images taguées pour pouvoir construire nos modèles. Et ça, c'est un peu problématique parce que le tagging, c'est quand même ça tout de même un coût conséquent. Et cette approche-là, si je devrais la résumer, en fait, elle permet d'utiliser beaucoup moins de tags sur nos images. Alors pourquoi? Si je donne un peu le détail, c'est que en computer vision, c'est standard. En fait, généralement, on va utiliser en fait un modèle qui a été pré-entraîné sur un dataset d'entraînement qui est ici ImageNet, qui lui est constitué de chats, de chiens, de vélos, etc. Et qui ne représente pas vraiment les images en fait qu'on va avoir dans notre dataset, qui sont des façades de bâtiments ou des toits de maison. Et donc du coup, on va utiliser cette représentation là pour en fait derrière construire notre modèle. Et on se doute bien que derrière, on en est sûr, c'est pas vraiment la meilleure façon de le faire. Et donc, l'approche du contrastive learning, qu'est-ce qu'elle apporte vis-à-vis en fait des approches standards de computer vision? C'est qu'elle va permettre de construire une représentation en fait sans tag, c'est-à-dire en fait seulement avec les images. Et ça, c'est très très fort parce que derrière, comme on aura une représentation des images qui sera très bonne, on aura besoin de beaucoup moins de tags en fait pour derrière construire nos modèles. Donc ça, on y croit beaucoup et c'est quelque chose qui est soutenu par de grandes boîtes comme DeepMind, etc., qui travaillent sur ce sujet-là. Et encore Yann Lequin, la semaine dernière, en parlait comme une des approches
voilà, qui donnera les meilleurs résultats dans les années à venir. En fait, c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment. Et on a eu raison de se mettre sur ce sujet-là au sein de Nemer. Donc là, je vous ai parlé de la partie computer vision. Là, je vous présentais brièvement un sujet de géomatique. Donc je vous ai dit, en fait, une fois qu'on a réalisé nos prédictions, par exemple, là, c'est un sujet cas d'usage, en fait, c'est les pans de toit. On va déterminer les pans de toit pour pouvoir savoir après si on peut poser des panneaux solaires dessus, dans le cadre de la rénovation énergétique. Donc là, ici, on a une image en entrée, General Images, sur laquelle on va appliquer en fait notre algorithme de segmentation. Donc on va colorier chaque pixel, je caricature un petit peu, vulgarise les choses, pour dire en fait est-ce que ce pixel-là appartient à un pan de toit. Donc on obtient en fait la deuxième image ici en fait où chaque pan de toit est colorié, on va dire, enfin, labellisé en tant que pan de toit. Et ça, en fait, c'est une information qu'on a par pixel. Chaque pixel, ça représente 20 cm par 20 cm. Il faut savoir que ça, c'est sur toute la France. Donc, si on voudrait stocker, si on désirait stocker ça, si on désire stocker ça, je veux dire, ça prendrait énormément, c'est énormément de données. Ce serait trop volumineux pour pouvoir le stocker. Donc en fait, on va simplifier en fait cette approche en se ramenant à une géométrie. Donc on va, l'objectif, c'est ici, c'est en fait contourer en fait avec une géométrie les polygones et ne stocker en fait que les 4 points, les coordonnées GPS des 4 points en fait de ce pan de toit. Et comment on va y arriver? En fait, on va avoir une première phase qui va en fait prendre les bounding box de chacune de ces géométries et utiliser en fait l'orientation du bâtiment. Et donc, on obtient en fait les géométries que vous voyez sur la troisième figure orientée de bounding box. Et une fois qu'on a réalisé cette opération-là, on va sectionner en fait les bouts des bounding box, voir là où il y a des intersections, et on obtient en fait le résultat final là. Et donc là, ça prendra beaucoup moins de place pour stocker l'ensemble de ces prédictions. Une troisième approche, en fait, voilà, qu'on aborde chez Nemer, c'est le machine learning. C'est une approche très standard. On a une partie des données qui sont obtenues via l'open data sur l'ensemble, sur une partie du territoire, donc sur certaines, ici par exemple sur certaines régions, dans l'Île-de-France, etc. Et donc, on va utiliser en fait le machine learning ici. On va entraîner en fait sur cette partie-là où on a la disponibilité des données et l'appliquer après sur l'ensemble du scope français. Donc c'est une approche très standard, voilà, et ce qui va nous permettre en fait de derrière avoir une complétude sur les données sur l'ensemble du scope français. Donc là je vous donne un exemple qui concerne l'estimation en fait de la période de construction d'un bâtiment. Donc là on a un bâtiment. Et sur ce bâtiment-là, on a différentes informations, voilà, des attributs qu'on a déjà définis précédemment. Donc des attributs, par exemple, qui sont définis via l'open data. Là, par exemple, la BD Topo, qui est une des données sources de l'hygiène, qui nous donne, par exemple, l'information sur la hauteur du bâtiment ou le nombre d'étages dans le bâtiment. Mais après, des informations qui sont obtenues, par exemple, par la computer vision, que je vous ai présenté précédemment, comme par exemple le matériau de toit du bâtiment, la typologie de toit, par exemple, c'est un toit à pignon. Ou alors, est-ce qu'il y a un jardin, une surface verte, ou voilà, est-ce que le bâtiment est tout seul sur la parcelle? Par exemple, ça, c'est une information qu'on obtiendrait par des algorithmes géomatiques. Donc, on va appliquer, en fait, ça va être nos données d'entrée. On va entraîner notre modèle pour en fait, prédire la période de construction. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, après, qualifier, en fait, cet algorithme de machine learning. Donc, par les méthodes, des approches très standards, on va pouvoir qualifier ce modèle et donc donner, en fait, qualifier, en fait, notre prédiction. Donc, avec un indicateur de confiance qui vous est présenté en bas à gauche. L'avant-dernière approche en fait pour enrichir notre base de données chez Nemer, c'est l'utilisation du Natural Language Processing. Donc ici, c'est le cas d'usage par exemple que je vous présente, c'est les PLU. Alors les plans LU, c'est les plans locaux d'urbanisme qui nous permettent en fait de déterminer si on peut construire ou on peut réaliser des travaux sur un bâtiment. Dans ce cadre-là, qu'on va l'utiliser ici sur ce cas d'usage de la rénovation énergétique. Donc les PLU en fait, c'est de l'open data. Il y a un portail avec un scrapper, on va aller récupérer tous ces PDF. Et près derrière, en fait, nous, on va appliquer notre approche chez Nemer qui consiste à extraire l'information qui nous intéresse. Donc, par exemple, pour faire cela, en fait, on a le pipe que je vous présente là. Donc, on va récupérer en fait le PDF, on va extraire le texte, voilà, parce que extraire le texte. Une fois qu'on a obtenu ce texte-là, on va segmenter le texte en zones. Donc, ça veut dire rattacher en fait à une zone géographique chaque partie de texte du PLU. Donc ça, c'est ce qui nous permettra en fait derrière, quand on voudra interroger la base de données via l'adresse, de se ramener directement au texte. Et sur ce texte-là, après, on va, via des outils de NLP, donc ici, derrière, sous le capot, c'est du BERT, hein, on va poser une question, c'est du question answering, voilà, un modèle de question answering. On va poser une question sur ce texte-là, par exemple, quel est le genre minimal de la chaussée?
et on va aller extraire directement l'information du texte. Et ça va nous permettre, pour une zone géographique, directement en fait de donner la réglementation en vigueur pour cette zone géographique. Donc dans le cas par exemple d'ici de la rénovation énergétique, est-ce que par exemple pour cette adresse-là, est-ce que j'ai un revêtement de façade qui est interdit? Et il me dit oui, l'apparent est interdit sur cette façade-là. C'est un exemple. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on fait en NLP. Et la suite, ces règles métiers, je laisse à Marc le soin de vous expliquer. Alors effectivement, la dernière méthode de création d'attributs, c'est des règles métiers propriétaires définies en interne par des experts, mais également parfois grâce à l'assistance de partenaires métiers, donc notamment je cite ici pour les consultants et le CEREMA qui interviennent sur les aspects vraiment propres au bâtiment. Également Adactis avec qui on travaille de manière très proche sur des aspects assurance. Voilà, Adactis qui est un spécialiste du secteur actuarial et assurantiel. Et enfin, je vais conclure avec le LMD, le laboratoire de météorologie dynamique à l'école polytechnique, qui également nous assiste sur les questions de calcul de potentiel solaire, et c'est les deux figures qui sont en dessous, et également des questions de positionnement des panneaux. Voilà, on est très bien capable chez Nemer de détecter des objets sur toit, et c'est des choses qui sont prises en compte dans le positionnement des panneaux solaires, à la fois pour des questions d'installation et d'ombrage solaire. Donc une règle métier, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une opération logique, une ou plusieurs opérations logiques à partir de données externes ou d'attributs internes de Nemer qui vont aboutir à la création d'un nouvel attribut. Un exemple très simple, c'est, a priori, on sait qu'avant la première réglementation thermique, en 1964, a priori, tous les bâtiments étaient en simple vitrage. Voilà. Mais ça, c'est un exemple très simple. Dans le concret, parfois, les règles métiers, c'est en entrée plusieurs dizaines de données différentes et potentiellement également plusieurs dizaines, voire une vingtaine pour les plus gros, d'opérations spécifiques. Alors, j'ai beaucoup parlé de données jusqu'à présent, mais chez Nemer, on n'a pas que la donnée, on a également de la métadonnée. Voilà, parce que on ne produit pas que la donnée aveugle, on produit également de la donnée qui est contextuelle, informative, et ça passe par la métadonnée, que ce soit sur les confiances, que j'aborde ici, ou également les sources de données. Donc pourquoi la confiance? Eh bien parce que c'est un aspect ultra important également d'être en mesure de donner à nos clients une information sur la qualité de l'information, et ça, il y a deux choses très importantes qu'on fait par rapport à cette confiance sur Nemer. Le premier point, c'est que pour chaque source de données, il y a une confiance qui est attribuée. Pour chaque opération de traitement de la donnée, il y a également un niveau de confiance qui est attribué. Donc, ce qui permet à la fin d'avoir une idée de la confiance globale. Et sachant qu'on a une approche qui est assez conservative chez Nemer, c'est que la confiance de la donnée qui est produite au bâtiment, pas en global, mais au bâtiment, c'est la confiance minimum de toutes les opérations et toutes les données qui ont servi à la créer auparavant. Voilà. Donc c'est peut-être une approche effectivement qui est un peu différente d'une approche avec des intervalles de confiance, parce que potentiellement ça passe par des règles métiers et des règles un peu spécifiques en fonction des types de données qu'on a pu utiliser ou des processus spécifiques qu'on a pu implémenter. Et après, de manière très simple, cette confiance, aujourd'hui, elle passe par 5 niveaux de confiance allant de 1 très bas à 5 étant le plus haut niveau de confiance possible. Mais encore une fois, qui est un petit peu à décorréler du fait d'un intervalle de confiance. Après, effectivement, sur ces indicateurs de confiance, on peut être amené à les produire notamment via des règles métiers, mais bien sûr, on s'appuie sur des choses qui sont très, on va dire, état de l'art, notamment pour qualifier les confiances sur les modèles machine learning. Là, vous avez deux exemples à gauche sur des problématiques de régression et à droite sur des problématiques de classification. Bien entendu, on utilise des choses qui sont, on va dire, ultra classiques pour qualifier à la fois les modèles et les prédictions attribut par attribut, bâtiment par bâtiment, donc du R2, des matrices de confusion, voilà, des choses somme toute très classiques et sur lesquelles on s'appuie bien évidemment pour construire cet indicateur de confiance. Voilà. Après, cet indicateur de confiance, comme les données ne sont pas gravées dans le marbre, aujourd'hui, si on produit un attribut sur toute la France, c'est pas pour autant dit qu'on n'y touche plus en fait. Voilà, on travaille de manière itérative avec différentes versions d'attributs. Pourquoi? Parce que en fait, ces attributs au fur et à mesure du temps, on peut découvrir de nouvelles sources de données qui seraient pertinentes pour l'intégrer dans cet attribut. Une source de données qu'on a déjà intégrée peut être mise à jour, ça arrive assez régulièrement, ou on peut juste se dire qu'on va tenter d'implémenter de nouvelles méthodes de machine learning, de computer vision ou de nouvelles règles de métier pour soit améliorer la qualité de l'attribut, soit pour augmenter son exhaustivité. Typiquement, aujourd'hui, sur cette slide, on a l'attribut présence d'un groupe de froid. On voit bien qu'entre la V1 et la V2, il y a un shift vers un attribut qui est qualifié avec une qualité plutôt basse, vers un attribut qui a une qualité
plutôt haute. Et ça passe typiquement pour les attributs de computer vision par avoir notamment des données sources de meilleure qualité, et notamment des données de tagging peut-être plus complètes, plus exhaustives et plus pertinentes par rapport aux objets qu'on cherche à détecter. Donc là, sur ces slides, ça clôt un petit peu la partie vraiment présentation à la fois de la techno NEMR et en lien avec ce que nous faisons et nos activités avec les rénovations énergétiques. Je vais juste enchaîner avec 2 slides sur d'autres cas d'usage sur lesquels on travaille beaucoup en interne chez NEMR. Le premier cas d'usage, c'est ce qu'on fait avec notamment Adactis dans le secteur de l'assurance et dans lesquels les données NEMR sont utilisées de manière très très concrète sur 2 cas. Le premier cas, c'est d'une part la fluidification du parcours client. Donc globalement, quand on veut souscrire à une assurance habitation aujourd'hui avec un nouvel assureur, eh bien on passe par tout un scope de 19 questions sur lesquelles les gens déjà n'ont pas forcément toutes les réponses. Je ne suis pas sûr que tout le monde sait précisément de quand date le bâtiment dans lequel il vit. Donc déjà, il y a un problème d'exactitude des réponses. Et aussi le problème qu'avec 19 questions, il y a un petit peu de perte en ligne. Les gens peuvent décrocher du processus et ça, c'est de la perte potentielle pour le client. Aujourd'hui, avec la donnée NEMR, on raccourcit ce processus de 19 questions à 2 ou 3 questions au maximum. Et l'autre cas d'usage qui est fait dans l'assurance, c'est grâce aux données enrichies à l'adresse, eh bien, les assureurs sont capables d'avoir des meilleurs modèles de prédiction vis-à-vis de différentes garanties, que ce soit des garanties par exemple brise-glace ou des ganaisons, voilà, grâce aux adresses enrichies et aux données contextuelles sur l'environnement, sur le fait qu'on est capable effectivement de dire si oui ou non les bâtiments sont dans une zone qui sont exposés à un risque en particulier ou à un autre. Et je finis ma présentation avec un dernier cas d'usage, encore une fois différent, et un cas d'usage qui est spécifique au retail, encore une fois. Donc, par définition, la donnée NEMR est une donnée non personnelle, vraiment par construction, mais c'est mixé à des données clients, en fait. On est capable effectivement de faire un petit peu des campagnes marketing un peu plus ciblées. Donc typiquement, chez NEMR, on est capable de dire quel type de bâtiment est-ce qu'un bâtiment est individuel ou résidentiel ou pas, est-ce que c'est collectif ou pas, est-ce qu'il y a un jardin, est-ce qu'il y a une piscine, et ça permet de donner lieu à des campagnes de marketing qui sont un peu plus ciblées, donc notamment avec ce cas avec Leroy Merlin et par rapport à de l'équipement de jardin, où on a vu que grâce à justement le mix entre des adresses enrichies et les données internes à Leroy Merlin, on était capable de faire du ciblage beaucoup plus précis et d'améliorer donc le retour derrière. Et ça clôt notre présentation d'aujourd'hui. Noé, je te repasse la main pour la séance de questions-réponses. Ok, je crois qu'on a perdu Sylvain, je crois qu'on a perdu Noé. Donc je vais. Oui, data scientist a été, oui, apparemment, oui. D'accord, on va pouvoir prendre les questions. Alors j'en vois 2. On va peut-être commencer avec les questions de Manon rendues. Quand le DPE est inexistant pour le bâti en question, comment vous procédez pour le calcul énergétique? Notamment avec la question, est-ce qu'on utilise des modèles physiques? Est-ce que vous m'entendez du coup? Je suis désolé, j'ai un petit problème de connexion. Tout d'abord, merci à vous pour ce webinaire. J'avais juste pas activé le micro. Je vous remercie, c'était très intéressant. Et en plus, vous avez bien vu les différents points d'action que pouvait avoir NAMER, surtout avec des super cas d'usage à la fin. Au niveau des questions qu'on a eues pendant le webinaire, on a une question de Marc au début qui se demandait comment étaient intégrées les données de consommation énergétique des différents logements, sachant que vous avez parlé de données anonymisées, excusez-moi. Il voulait en savoir un peu plus sur comment étaient intégrées ces données, si elles l'étaient. Alors du coup, effectivement, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui on intègre des données de consommation énergétique au logement? Aujourd'hui, on intègre on intègre des données d'étiquette énergétique et parfois de manière très très éparse des données de consommation énergétique qui ne sont pas au logement mais qui sont au bâtiment. Voilà. Parce que même si on trouvait des données de consommation à l'échelon, par exemple, d'un appartement, déjà on ne serait pas forcément en mesure de faire le distinguo entre un appartement dans une barre d'immeuble qui pourrait compter 100 logements différents. Voilà, donc le logement n'est pas un bâtiment, ça c'est un point important. Et globalement, oui, on intègre des données de consommation et des données d'étiquette énergétique.
D'accord. Et du coup, Manon, qui avait aussi une question par rapport à ça, quand le diagnostic de performance énergétique est inexistant pour le bâti en question, comment procédez-vous pour le calcul énergétique, CEP, BBIO, et utilisation de modèles physiques? Alors, cette question, on utilise plutôt des éléments qui sont basés sur de la physique. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est un modèle physique d'un point de vue stricto sensus. Et ça, c'est un petit peu l'ancien chercheur qui parle chez moi, mais on utilise un ensemble de règles métiers qui sont basées sur des notions physiques. Clairement, ça oui. Après, et c'est justement des règles métiers qui sont assez complexes et qui sont justement construits en interne avec des partenaires qui nous assistent sur ces règles qui sont ultra spécifiques sur le bâtiment. Donc typiquement, c'est Pouget Consultant, le CEREMA qui apportent quelque part également leur expertise sur ce qu'on crée chez Nemer. Après, sur les modèles qui sont cités, je ne pense pas qu'on utilise les modèles qui sont cités. On utilise également des règles de métier. On s'appuie sur des données d'audit, parfois également. Mais l'utilisation d'un modèle physique vraiment au sens vraiment strict ou sensu, la réponse est non. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que je puisse les faire remonter et qu'on puisse alimenter la discussion. On avait une question de David aussi, qui se demandait si vous étiez capable de détecter des bâtiments non occupés ou non habités et comment ça marchait dans ce cas-là. Je te laisse répondre, Sylvain, ou je prends la main dessus. Sur comment est-ce qu'on est capable de détecter des bâtiments non occupés, non habités? Je n'ai pas de connaissance sur cette question-là. Vas-y, toi, si tu as des infos. Après, je pense que justement, via la computer vision, on a peut-être une capacité, dans une certaine mesure, à détecter des bâtiments qui seraient abandonnés. Ah oui, des ruines, des choses comme ça. Oui, effectivement. Par exemple. Ça, voilà. Ou via de la thermographie, par exemple, la thermographie l'hiver, on peut aller regarder en fait les bâtiments qui sont occupés ou pas. Voilà. Si en fait il y a une émission de chaleur en fait à l'intérieur, une radiation. Donc, on va aller faire des choses comme ça, oui, effectivement. D'accord. Oui, je pensais plus. Ok, oui, effectivement, ça touche mes sujets. Non, après, si les gens sont partis pour les vacances, ça, on peut pas. On voilà. aura du mal. Mais pour tout ce qui peut être bâtiment abandonné ou bâtiment vétuste, ça, vous êtes parfaitement en mesure de le détecter. Déterminer, en fait, si un toit est vétuste, ce genre de choses, oui, on peut complètement le déterminer. Oui. D'accord. Ça fait partie du cas d'usage, par exemple. Si un toit est vétuste, on va pouvoir en fait enclencher en fait des rénovations derrière. Voilà. Donc, on va regarder en fait sur le toit s'il y a des infiltrations, des choses comme ça. Oui, complètement. Ça fait partie des modalités qu'on regarde sur un toit. Alors, on a une question de Yann qui demande si vous utilisez des maquettes BIM dans vos algorithmes. BIM, c'est les bâtiments, c'est quoi déjà? C'est relié? Vous pouvez me redire ce que c'est BIM? Alors, Yann, si tu veux bien nous éclairer un peu sur la définition de BIM, du coup. Building Information Model. Merci Pascal. Ça te parle, Marc? Je pense que c'est un acronyme très spécifique qui a une notion très spécifique, donc moi ça ne me parle pas, mais je pense que ça a l'air d'être un format de fichier qui permet d'interagir directement avec des maquettes, ce que j'avais pu retrouver rapidement sur Google. Et du coup, en parlant plus globalement, comment vous travaillez si vous travaillez avec des maquettes pour les algorithmes, pour les accompagner, ou on va être que sur du processing comme vous l'avez montré avec du computer vision? Après, moi, je rattache un petit peu à la question finalement quelque part au mode de livraison, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on travaille que ce BIM ou avec des maquettes en interne. Mais du coup, toute la question, c'est justement comment est-ce qu'on s'interface et comment est-ce qu'on livre des données avec des clients ou des personnes qui utilisent ce type de format. Et je pense qu'aujourd'hui, le nombre de formats de livraison sont assez variés justement pour qu'ils puissent avoir une interface facile et facilement implémentable et facilement utilisable. Donc après, ça dépendra effectivement de est-ce que ces maquettes sont manipulables, par exemple, avec des clients ou des plateformes un peu spécifiques. Auquel cas, oui, je pense que la transition de la donnée Nemer, qui est une étape assez classique, vers des maquettes BIM pourrait être assurée. D'accord. Alors, on a une question de Alain aussi qui vous demande, est-ce que vous conservez ou rendez accessible un historique de vos données? Et est-ce que c'est uniquement la version la plus à jour qui est fournie? Oui, alors,
Alors, oui, on conserve toutes les versions successives de tous les référentiels, de tous les attributs que nous produisons. Aujourd'hui, ce qu'on livre, c'est systématiquement la version la plus récente et la plus à jour. Pourquoi? Parce que c'est systématiquement, la dernière version qui est publiée et disponible, c'est la plus performante. Voilà. Donc, a priori, ça aurait peu de sens de vouloir livrer une version précédente ou de vouloir livrer plusieurs versions qui sont, d'un point de vue archivées de manière un peu séquentielle, parce qu'on sait que les versions précédentes sont moins bien. Donc, de facto, c'est une demande qu'on a assez peu. D'accord. Du coup, si vous avez encore des questions, allez-y. Alors, une question de Manon qui demande si la BDD est accessible par API en mode démo. Oui, on a des accès justement. On a des accès par API aux données Namer. On a des API Namer qui permettent effectivement de soit à des plateformes externes de venir récupérer la donnée, soit de mettre à disposition des données via des plateformes un peu custom. Après, il faudrait voir qu'est-ce qui est entendu par mode démo, mais ma réponse serait globalement oui. D'accord. Et dans ce cas-là, s'ils sont intéressés, il faut qu'ils contactent directement Namer ou qu'ils aillent directement sur le site web, j'imagine? Ils peuvent contacter Namer directement, ils peuvent nous contacter, déjà nous, effectivement, aussi, et puis après, on retransmettra aux équipes. Très bien. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Bien évidemment, ce webinaire sera en replay sur notre chaîne YouTube Data Scientist. De notre côté, nous, on fait de la formation en data science. Ça va être de la formation donc, sur tous les métiers de la data science. Et je vous invite à aller faire un tour sur notre site web si vous êtes intéressé. Je vous mets quelques liens dans le chat qui vous permettront de prendre rendez-vous avec nous si vous voulez parler d'une formation, d'aller voir sur notre blog sur lequel on publie des articles sur la data science en général avec des choses plus ou moins précises, ainsi que la chaîne YouTube qui permet un peu de décrypter toute la data et voir un peu comment se positionner. Merci à vous, Marc et Sylvain. J'espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Et j'espère qu'on vous reverra bientôt pour un prochain Data Up ou pour un article sur notre blog. Je sais pas trop, mais je pense qu'on peut faire de belles choses avec Namer. Merci de nous avoir invités. Merci Noé, c'était un plaisir de nous avoir utilisé. À une prochaine. Merci. Et comme je vous disais, le live sera disponible sur YouTube. Passez une bonne journée et une bonne après-midi. Au revoir. Bonne journée, au revoir.